c'est Mélie et Mélo et aujourd'hui on se retrouve pour la comparaison d'un troisième tome d'une saga qu'on adore. Il s'agit du Goût du danger, de la couleur du mensonge, écrit par Erin Beatty. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, on l'a toutes les deux acheté tout de suite et j'avais super hâte de le lire et c'est chose faite. Voilà, on l'a presque lu en lecture commune finalement. Oui, au final, oui. Bon, on l'a commencé, c'était pas prévu, mais on l'a commencé à peu près en même temps. Puis on se disait, ah, t'en es où et tout. C'est sympa aussi de partager ses avis en cours de route et puis de voir qui est-ce qu'on soupçonne. Parce que le goût du mensonge, la couleur du mensonge, c'est une trilogie qui est finalement beaucoup tournée autour de ça, hein, des manigances, des manipulations, des cachotteries, des mystères, des actions militaires, des intrigues, tout ça ensemble. Les scandales un petit peu. Et c'est ça qui fait sa force, et donc du coup forcément on a envie d'échanger et de partager des théories. Je vais vous le dire tout de suite, par rapport aux autres tomes, c'est nettement moins un coup de cœur, c'est une super lecture, ça se lit très bien, c'est super agréable, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume. Dès le début on rentre à nouveau dans l'histoire avec les personnages. En plus le rappel de ce qu'a vécu les personnages est plutôt bien fait. C'est pas ennuyant, parce que nous, moi je m'en souvenais encore à peu près de ce qu'ils avaient vécu, et des fois quand l'écrivain fait un rappel, un résumé de ce qui se passait avant, je m'ennuie un peu, mais là c'était vraiment très bien fait. J'ai adoré retrouver Sage. Je partage l'avis de Mélo, c'est la conclusion d'une trilogie qui nous a happé dès le premier tome. Le troisième, il est bien, c'est une belle conclusion, mais je trouve que c'est pas à la hauteur, enfin en tout cas. Clairement, l'introduction du premier tome, l'introduction de cette trilogie avec le premier tome est oufissime, et du coup ça retombe un petit peu, voilà. Alors non pas qu'il se passe rien ou que les personnages soient moins intéressants ou quoi, mais c'est juste que le niveau était tellement haut dès le premier tome que forcément on attendait à ce que ça continue comme ça, et finalement bon, ça stagne un petit peu quoi. Bon, après c'est normal quoi, et puis bon, ça veut pas dire qu'il faut pas lire, ça veut pas dire qu'il est pas bien, parce qu'il est quand même très bien, surtout pour le public visé et pour le fait que c'est de la fantasy young adulte. Je suis aussi d'accord avec Mélo sur le fait que l'introduction de ce troisième tome est très bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses répétitions, il y a une ellipse entre le deuxième et le troisième tome qui est bien bien réintroduite en fait, voilà. Les éléments sont là dès le début, mais au cours d'un dialogue, pas une espèce de gros pavé pour nous réexpliquer. Et ça, c'est très agréable. J'avais un peu peur avec la fin du tome 2 que le tome 3 soit vraiment seulement dans des côtés ambassadeurs, côtés que ce soit assez politiques, très lent dans des manigances. Et en fait, pas du tout. Très sur la communication au final, ne pas vexer les autres tout en essayant d'avoir ce que tu veux pour ton pays, etc. Enfin, mais non, c'était pas ça. Et pas du tout, pas du tout. Il y a énormément d'actions, toujours. Il y a toujours le côté militaire, forcément, et ça fait plaisir. Il y a beaucoup de rebondissements en fait. On s'attend à ce que tout le tome soit centré autour des discussions, mais au final, il y a des choses qui font il se passe autre chose quoi. Je pense qu'on vous doit un tout petit résumé, une petite introduction pour savoir ce qui se passe quand même. Ah oui, ça on est obligé de le préciser, mais si vous n'avez pas lu les autres tomes avant, arrêtez la vidéo ici, tout de suite, maintenant. Voilà, vous êtes prévenus. Donc à la fin du deuxième tome, Sage devient ambassadrice auprès de Casmoun, et on apprend qu'il va falloir gérer le problème du pays de Kimisar. Voilà, parce qu'il y a eu un gros affrontement à la fin du deuxième tome, et du coup il va falloir gérer, et donc on confie à Sage un poste d'ambassadrice. Comme elle est forte en histoire et qu'en plus elle kiffe parler les langues, tout va bien, c'est fait pour elle. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'avais cette petite inquiétude. Et donc ce troisième tome se centre autour des pourparlers entre Kimisar et Demora, et puis il y a un petit peu de Casmoun qui apparaît. Et voilà, c'est en tout cas le début de cette histoire, c'est il y a des pourparlers qui vont avoir lieu. Et pour faire la paix, on espère. Ce qui donne aussi beaucoup de peps à ce roman et qui fait qu'on s'ennuie absolument pas, c'est qu'il y a beaucoup d'actions en parallèle, sur plusieurs plans, je dirais, et on suit différents personnages qui vont chacun avoir un peu leur plan dans l'histoire, leur branche, et nous de notre côté, en tant que lecteur, on se dit, on a toutes les infos de chacune des branches et on essaie, nous, de notre côté, de les relier, sachant que chaque interlocuteur n'a pas les mêmes informations au même moment. Et ça, c'est une très grosse force de cette trilogie, en règle générale, et de celui-ci en particulier, j'ai trouvé. Parce qu'il y a au moins 3 plans avec Sage, Alexander, Alex, et une partie Kimisar avec Usar, voilà, qui est très bien jouée.
Oui, bah après ça reste commun aux autres tomes, c'est toujours aussi bien fait dans le troisième tome, donc même s'il y a des choses qui sont moins bien dans ce troisième tome, là pour le coup on reste là-dedans, et en plus ça nous permet de faire plein de théories, de se demander ce qui va se passer, de se dire ah mais moi je pense ça parce que ça et tout, donc voilà c'est ce petit côté là qui rajoute du peps à l'histoire et du dynamisme et qui nous donne vraiment envie de lire la suite très vite. Du coup, les informations forcément se croisent, il y a des gens qui se manquent, il y a des gens qui se retrouvent au bon moment, il y en a toujours autant, je le soulève parce que bon après moi j'ai quelques petits points qui m'ont gêné dans cette lecture, donc je préfère dire que ça m'a plu. Voilà, c'est un bon gros point fort de cette trilogie pour laquelle il faut la lire. Et en plus, ça reste quand même relativement cohérent. Oui. Même si dans ce troisième tome, au niveau de la cohérence, je vais y revenir plus tard, mais il y a quand même des trucs qui coincent un petit peu. Mais là, l'ensemble reste toujours cohérent, enfin tout se rejoint bien, et voilà, c'est vraiment un bon boulot. En ce qui concerne les personnages, on a réévoqué Sage, bien sûr, personnage principal, personnage majeur de cette trilogie qui porte, je trouve, c'est vraiment elle qui porte cette trilogie. Oui. Pour moi, tous les autres sont un peu, même si on les voit beaucoup, sont un peu secondaires. Alex, qu'on revoit énormément aussi, et les Kimisar, certains Kimisar qu'on a déjà croisés précédemment, et Casmoun d'ailleurs, la princesse Lani, qui là prend une position puisqu'elle intervient directement, et Usar, donc le capitaine, qu'on a suivi un petit peu dans le deuxième tome sur ses propres plans. Et là qu'on suit un petit peu plus, et c'est moi surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est découvrir la reine Zoraya, donc la reine de Kimisar, qui est un personnage que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un personnage qui se laisse pas faire, qui est très intelligente, très futée, et un peu rusée comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé la découvrir, en plus on la découvre dès le début, on découvre un petit peu plus son passé. Personnage très froid aussi. Un petit peu, oui. Bah en même temps c'est pour se protéger, donc... Voilà, mais même si plusieurs fois au cours du roman, on essaie de lui tendre des perches par rapport à ses sentiments, par rapport à sa famille, elle reste, pour se protéger et pour les protéger eux aussi, très distante, même par rapport à sa famille. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant, qui se laisse pas manipuler et qui est finalement une très très bonne conspiratrice. Par rapport aux autres personnages, je pense notamment à Sage et Alex, un petit peu moins les autres, donc sur lesquels on va peut-être revenir. Mais en tout cas, en ce qui concerne Sage et Alex, qu'on a rencontré pour Sage quand elle avait 16 ans, il me semble, il y a quand même 3 années qui se sont écoulées, plus ou moins 3 années qui se sont écoulées, et on sent la maturité qu'ils ont gagnée l'un et l'autre, et dans leur relation aussi, relation qui se découvrait quand ils étaient dans le premier tome, relation qui se marchait sur les pieds quand ils étaient dans le deuxième, et ça je pense que vous vous en souvenez, c'était un point qui nous avait agacé, et là, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'échanges entre eux, ils se parlent, enfin. Oui. Et ils se chamaillent plus, ils se font plus la gueule, oh parce que il y a quelqu'un qui a été vexé ou quoi que ce soit. Ils se chamaillent un petit peu, mais c'est plus... ça n'a pas les mêmes conséquences, ça a des conséquences plus matures, enfin... Ils réagissent comme des adultes, et ça fait du bien de voir des personnages qui évoluent. Personnages qui évoluent, mais tout le monde n'évolue pas. Voilà, n'est-ce pas? Comme Claire, par exemple, qui, moi, clairement, elle m'a agacée. Par moments j'avais envie de lui foutre des claques parce que bon ça rajoute un petit peu d'intrigue évidemment, mais pour moi vu ce qui se passe dans les différents royaumes, vu les importances militaires et pour le peuple, enfin rajouter autant de gaminerie à cause d'histoires d'amitié créées par Claire et Sage, j'ai trouvé ça agaçant, je trouvais ça de trop. Pour vous expliquer un petit peu, Claire est très susceptible, elle prend la mouche très vite sur les décisions que fait Sage, mais en même temps Sage a des responsabilités, enfin voilà, elle a beaucoup de poids sur ses épaules, elle peut pas non plus à la fois caresser dans le bon sens du poil sa meilleure amie et traiter le royaume comme il faut. Voilà. Elle a une position, ok, elle a toujours eu besoin de l'aide de Claire, qui l'a soutenue, qui l'a un peu intégrée à ce monde de noblesse qui n'était pas du tout l'environnement principal de Sage au début. On a bien compris qu'elle avait énormément besoin de ce soutien et que Claire l'a porté, mais à partir d'un moment, Sage a le cerveau qui tourne très très vite, elle met les pièces du puzzle au bon endroit au bon moment. De mon point de vue, elle ne doit pas de compte à Claire déjà. Voilà, elle doit des comptes au roi si elle veut, mais pas à Claire. Et qu'elle prenne des décisions rapidement dans l'urgence sans avoir à consulter et son ami et l'ami de son ami, et ça me paraît normal. Et en fait voilà, que Claire prenne la mouche pour ça et fasse la tête, c'est vraiment ça, elle boude, ah oui bah alors si c'est comme ça tu fais même plus attention à ce que j'ai à dire, bah non, t'as rien à dire en fait. Et ça c'était relativement agaçant. C'est des gamineries et enfin... En plus, ça aurait pu être résolu d'une autre manière et
Enfin de toute façon... Parce que Sage il fait beaucoup attention, Sage essaie d'arrondir les angles. Alors ok, elle a sa part de responsabilité, mais moi j'aurais préféré qu'elle assume sa responsabilité et qu'elle dise écoute Claire, ça suffit 2 secondes, moi j'ai des décisions à prendre, ok tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup aidé, sur ce coup là il fallait que je me décide vite. J'ai pris ma décision, on règle ça plus tard. Puis même moi j'ai pas trouvé que Sage ait fait quelque chose qui soit vraiment répréhensible pour son amitié. Pas du tout. Pas du tout, j'ai trouvé que ça allait. Donc c'est peut-être un petit peu mal placé de la part de Claire de chouiner. Et puis c'est surtout que du coup Sage prend beaucoup sur elle et prend beaucoup de temps à réfléchir à cette amitié, à comment préserver son amitié, plutôt qu'à réfléchir aux manigances qui se passent dans le royaume. Voilà. Donc bien sûr ça ajoute forcément un petit peu de suspense parce que un des personnages qui apparaît et qui prend de l'importance en tout cas en termes politiques dans ce tome-ci, c'est Sophia d'Amiran, du coup c'est ça? Ouais. C'est la sœur de Claire. La sœur de Claire qui a été vendue par son père au plus offrant. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans les premiers tomes parce que son père avait dérogé à la règle du Concordium pour marier sa fille avec qui il le souhaitait et créer ses propres alliances. Donc voilà, c'est un personnage qui revient, qui prend de l'importance, forcément Claire étant très attachée à sa sœur. Il y a aussi toute une partie sentimentale là-dessus. Voilà. Oui. Et puis les défauts de Sophia déteignent un peu sur Claire vu que elle la retrouve, donc du coup forcément je trouve que Claire dans ce troisième tome est un peu agaçante et elle a des défauts, elle doit faire il y a un travail sur elle qu'elle a pas fait et du coup bah, ça crée des problèmes avec Sage. D'ailleurs en parlant de Sophia, donc c'est un nouveau personnage qui pour moi, bon clairement elle a son importance dans l'histoire. Pour moi c'est un personnage très agaçant, une tête à claque mais vraiment supérieure, autant que Claire je l'aime quand même bien parce que enfin c'est quelqu'un de gentil à la base, c'est quelqu'un d'intelligent, elle a joué des rôles importants. Mais voilà, Sophia vraiment dans le genre pleurnicheuse. Hein, clairement. Elle passe son temps à dire ah mais voilà j'ai été vendue et tout ça, on me traite comme de la merde de partout, tout le monde me traite comme une marchandise. Mais elle fait pas grand chose, fait rien pour améliorer. Pour changer ça. Bon après c'est un personnage qui évolue beaucoup, c'est une façade, hein. Il y a pas mal de choses qui se jouent avec ce personnage. C'est vraiment bien fait, bien organisé, bien construit. Mais c'est vrai que de prime abord, j'avais même plus envie d'en entendre parler. Et pourtant on la voit très très tôt dans ce roman. Et c'est dès le début ça donne cette image là. Et j'ai trouvé que certains personnages lui donnaient trop d'importance. Ok, c'est quoi? C'est une duchesse ou une comtesse? C'est une duchesse. C'est une duchesse? Non, c'est une comtesse. Mais bon, faut pas abuser non plus. Enfin, elle est pas plus intelligente que les autres. Elle a pas un rôle militaire important. En tout cas, elle n'est pas présentée comme plus intelligente que les autres. Disons que les éléments qu'ont les personnages au moment où ils lui en transmettent à elle ne font pas croire qu'elle va pouvoir être un appui particulier dans les conflits. Elle est juste là parce qu'on l'exige, hein, voilà. Elle est venue râler, pleurnicher, tout ce que tu veux. Elle a gagné une place. Mais on lui apporte beaucoup trop d'importance de mon point de vue. Il y a des secrets militaires, défense, tout ça qui lui sont confiés sans que pour moi ce soit particulièrement justifié. Et ça je trouve ça très agaçant. Voilà. Et du coup certains personnages militaires qui ont une grande importance militaire sont pour le coup un petit peu naïfs dans cette histoire. C'est ce qui m'a un petit peu dérangée par rapport au tome 1 et au tome 2 où tout était cohérent, etc. Et là les personnages font preuve de naïveté dans leur stratégie, dans leur décision de communiquer ce tel secret à telle personne, etc. Ce qui emmène forcément à d'autres intrigues bien plus importantes. Surtout dans un plan initial qui repose sur qui a quelle information. Bon, je pense qu'on va pas en dire plus là-dessus parce que sinon c'est un peu, enfin c'est même beaucoup du spoil. Mais voilà, en tout cas, petite déception à ce niveau-là. En termes de cohérence, moi c'est pas le seul détail qui m'a choqué. Je trouvais que par rapport à la mise en place et au ficelage des premières intrigues des 2 premiers tomes qui étaient vraiment millimétrés quoi, bluffant. Là il y avait pour moi des failles, ok tout le monde peut pas tout maîtriser à 100% mais voilà, j'étais en petite déception. Et en plus là pour le coup, autant dans le tome 1 et le tome 2 ce qu'on pensait a été complètement bouleversé à la fin. Là on avait des gros soupçons. Des gros soupçons très tôt. Pas le début mais je pense plutôt qu'on était supposé en avoir. Voilà, plutôt comme ça. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé être surprise. Parce que dans les autres tomes, j'étais surprise à chaque fois. Il y avait des retournements de situation. On savait pas trop à quel point l'affaire était maîtrisée, quoi. Après, là, ce que je me dis, c'est que contrairement aux 2 autres tomes, il y a beaucoup plus de personnages qui sont mêlés à ça. Il y a beaucoup plus de personnages à tenir informés. Les degrés d'information sont pas les mêmes pour chacun. Donc, forcément, c'est un schmilblick incroyable. Donc, ça reste super, hein, franchement. Bonjour, rebonjour.
Mon appareil vient de nous lâcher. Ouais. Donc on va terminer la vidéo comme ça. On va Désolée. perdre une bonne partie de ce qu'on a dit. On va vient de devoir perdre refaire. une quinzaine de minutes, donc on va essayer de vous le refaire bien. On vous parlait des incohérences et on vous parlait des personnages, donc on va revenir sur le personnage de Lani. J'espère qu'on avait tout jusque-là. Le personnage de Lani qui est Alania, la princesse de Casmoun, et qui rend visite, qu'on trouve dès le début de ce deuxième tome. Moi, le problème que j'ai eu avec elle, c'est qu'elle arrive en ne sachant pas parler des Morans. En tout cas, c'est ce qui nous est dit, c'est ce qui est expliqué, raison pour laquelle Sage est son interprète. On apprend aussi qu'elle a préparé des phrases en démorant, histoire de poser un peu dans le game, tu vois, mais que, en fait, elle repasse à sa langue dès qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire et qu'elle prépare son coup. Et là, d'un seul coup, 2 chapitres après, elle parle super bien démorant. Elle est capable de le lire, elle est capable de le comprendre, elle intervient en démorant. Donc, moi, ça m'a un petit peu dérangée. Et de la même manière, elle parle Kimisar. Voilà. Ça aurait pu être possible s'il y avait eu des explications. Comme mais quoi, Sage lui donne des cours ou que sais-je. Voilà. Mais non, voilà. Ou alors qu'on sache combien de temps elle reste, qu'elle puisse apprendre une langue en quelque temps avec des natifs. Voilà, ça se fait, mais rien n'est expliqué. En parlant de Lani, j'ai pas forcément remarqué ce problème de langue. C'est vrai qu'à la fin, elle parlait très très bien démorant, puisqu'elle était capable de lire des lettres par-dessus les épaules des gens. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est l'incohérence au niveau de ses traits de caractère. Donc clairement, dans le tome 2, elle est décrite comme une femme qui connaît les hommes, enfin qui a une expérience sexuelle assez importante. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît. Dans le tome 3, elle est décrite comme s'y connaissant, puisqu'il y a une petite intrigue amoureuse avec un autre personnage. Et par moments, il y a des phrases disant que, la décrivant un petit peu comme une pucelle complètement naïve qui a aucune expérience, alors que par moments, on revient dessus, et puis, clairement, elle est décrite comme celle qui s'y connaît le mieux parmi les 3 personnages féminines principales. Et voilà, donc c'est des incohérences qui me dérangent un petit peu, moi, quand on commence un petit peu à casser le caractère, la personnalité d'un personnage, et puis qu'on revient dessus. Enfin, il suffit de se fixer sur quelque chose et d'y rester, et c'est très bien. D'ailleurs, en parlant du temps, il n'y a pas d'indication de temps du tout dans tout ce tome. Bon, en même temps, il n'y en a pas forcément dans les autres tomes non plus, donc j'imagine que c'est voulu, mais c'est quelque chose qui manque. De pas nous dire combien de temps ils mettent à voyager, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses entre des chapitres parfois, mais il y a à chaque fois des ellipses différentes. Parfois il se passe plusieurs semaines, parce qu'ils prennent du temps pour voyager, etc. Il n'y a pas d'indication de date, et pour l'intrigue, si, ça manque. Pour les autres tomes ça allait, mais là ça manque. Parce que dans cette intrigue, il y a énormément d'informations qui voyagent, donc ils prennent des courriers, ils sont tous séparés, donc ils calculent, voilà, en 2 jours à cheval on sera à tel endroit, 2 jours en mer on sera là, 4 jours pour le courrier pour atteindre cette personne, donc on a tant de temps pour transmettre l'information à tel autre. Sauf qu'en fait on ne sait absolument pas quelles sont les durées que eux font en fait. On a ces calculs-là, mais on ne sait pas si finalement ça s'est bien passé ou s'ils arrivent dans les temps. Autre petite incohérence, alors c'est pas une incohérence, mais pour moi c'est un manque d'informations logistiques. On va pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais à un moment donné il est question d'une armée qui est rassemblée à l'arrache. Allez, on se rassemble une petite armée comme ça. C'est très bien, j'ai bien aimé la façon dont c'est amené, pourquoi pas. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'à aucun moment personne ne pense à l'après. C'est Mélo qui tient la caméra parce qu'elle a le bras plus long que moi, peut-être vous la voyez moins bien. Personne ne pense à l'après. C'est super d'avoir réuni une centaine d'hommes, mais qui va les nourrir, qui va les payer, qui va les loger? Ça, il n'y a personne qui se pose la question, et même pas quelqu'un, parce que bon, il y a quand même des militaires assez haut gradés auxquels on a affaire. Personne n'évoque le sujet à aucun moment. Alors ok, c'est peut-être pas l'urgence, mais moi je me dis, au moment où on rassemble des hommes, c'est bien de savoir comment on va les payer, au moins. Enfin, dernier point gris, faut pas dire point noir, mais voilà, petite chose qui nous a un petit peu dérangé, c'est certaines formulations qui sont revenues à plusieurs reprises, certains mots de vocabulaire pas forcément très bien choisis, et ça nous a mis la puce à l'oreille et on a décidé de vérifier, et effectivement, le traducteur n'est pas le même. Pour chacun des tomes, il change. Je me souviens plus des noms, mais pour le tome 1, c'était un homme, pour le tome 2, c'était 2 femmes, et pour le tome 3, c'est une des 2 femmes qui a repris le flambeau toute seule. Voilà. Donc il y a certaines maladresses qui peuvent être expliquées par ce fait, je pense. Et ça se ressent en fait, ça se ressent, et je vais vous donner juste un exemple que j'ai noté. Alors c'est pas le plus gros, mais c'est surtout une structure de phrase que moi j'aime bien et qui, je pense, ajoute quelque chose vraiment dans quand elle est utilisée avec parcimonie et au bon moment. C'est une structure de phrase qui est jolie, qui rajoute,
qui pas complexifie le texte mais donne un peu plus de dimension, voilà, au lieu d'être une écriture toute simple, toute plate, on a vraiment quelque chose de construit, et ça c'est un des gros points forts de ce roman pour du young adulte dans de la fantasy, c'est très bien. C'est vraiment très bien écrit, oui. Voilà. Malgré les traductions parfois qui peuvent changer. Alors je suis pas une experte, hein, je suis pas une professionnelle de la langue française, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais en tant que lecteur, on voit passer des structures de phrases assez régulièrement, ça fait longtemps qu'on lit, on a des habitudes, et celle-ci nous a un peu surpris. Donc je vous donne un exemple d'une structure qui revient excessivement souvent, de mon point de vue, qui est très très utilisée dans ce roman, et pas forcément de la façon dont on a l'habitude. Si un convoi de la taille du cortège voyageait d'ordinaire à faible allure, le temps hivernal n'arrangeait rien, d'autant qu'il était tombé de la neige au cours de la 2e semaine. Alors, les structures en si opposition, on va dire, donc l'hypothèse et l'opposition, c'est quelque chose qui est bien, enfin moi que j'aime beaucoup, je trouve que ça permet de donner du relief, que ça appuie à certains endroits dans le texte. D'ordinaire, quand c'est utilisé, on a un truc du genre, si d'habitude ça se passe comme ça, en général c'est ça, et là ça se passe pas du tout comme ça. Et ça permet en fait de vraiment mettre en relief cette opposition. Et là en fait on a une structure en mode, si il se passe ça d'habitude, c'est pas d'habitude mais il se passe ça quand même. Alors bon, il y a ça n'arrangeait rien, d'accord, mais pour moi c'est pas suffisant, et en plus cet exemple est peut-être pas le plus parlant que j'aurais pu trouver. C'est celui qui m'a le plus marqué moi, hein, parce que les autres, j'ai pas remarqué la trop grande fréquence de ces si quelque chose, mais cet exemple-là, j'ai relu 2 fois la phrase, je me suis dit mais c'est bizarre, voilà, j'ai compris. Alors, mais bon. C'est français, ça s'utilise, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste que bon, là moi je l'ai trouvé pas spécialement bien choisi, et le fait que ce soit répétitif, en tout cas pour moi, m'a un petit peu dérangé. Moi il y a un autre point qui m'a dérangé, alors c'est pas forcément dû à la traduction, c'est de base dû à l'auteur, mais peut-être que la traductrice aurait pu mieux traduire, mieux amener ça. En fait, quand c'est découpé en chapitres, et à la fin d'un chapitre, parfois il se passe quelque chose, mais on n'a pas le détail de ce qui se passe, on ne sait rien, et on passe à un chapitre suivant qui peut se passer beaucoup de temps plus tard. Donc à cause du manque de date, on ne sait pas combien de temps plus tard, et en plus on repart dans une autre intrigue, et à un moment donné on revient sur le chapitre précédent pour nous dire ce qu'on a manqué, pour nous donner les informations, et parfois j'ai trouvé ça assez maladroit, assez mal amené. Donc en soi c'est pas gênant, mais ça pourrait être mieux expliqué, mieux amené, donc peut-être que c'est la traductrice, peut-être que c'est l'auteur, enfin voilà, je sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée moi. Alors moi c'est pas quelque chose que j'ai remarqué, après voilà, on remarque pas forcément les mêmes détails. On espère que d'ici la prochaine vidéo, le problème de caméra sera résolu. Puis sinon on trouvera un autre moyen, il y a des trépieds exprès pour téléphone par exemple, mais bon, là pour l'instant je suis juste assez fâchée. Oui, et bon, on a fini sur les points négatifs, mais concrètement ça reste une très bonne saga, c'est quand même un très bon roman, l'intrigue est complètement maîtrisée, hein, les intrigues des 3 tomes sont absolument fabuleuses, voilà, le scénario est vraiment très bien, on vous le conseille puisque bon, pour une saga de fantasy young adulte, c'est vraiment super bien fait, c'est très bien écrit malgré parfois la traduction qui nous convient pas tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas à la lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu le tome 1, le tome 2 ou le tome 3. Dernier point grisounet, la fin, donc très très belle conclusion de la trilogie, on est bien d'accord, intrigue bien ficelée, tout ce que vous voulez, une fin un peu gentillette. Oui. Vous êtes au courant de mon opinion sur les fins, on a fait des vidéos là-dessus, en ce qui me concerne, celle-là je la trouve gentillette, voilà, c'est mignonnet, c'est gentil, mais c'est chouette, hein. C'est pas un point négatif ni rien, mais c'est un petit truc à relever par rapport aux autres tomes. Oui, qui sont assez durs quand même, il se passe des choses, enfin voilà, elle n'hésite pas à maltraiter ses personnages. Voilà. Et à la fin, c'est vrai que c'est très gentil. Même si en soi, la fin conclut très bien la saga d'ailleurs. Très belle conclusion. Voilà, c'est quand même une bonne fin au niveau de la conclusion des 3 tomes. Tout à fait. Voilà. On espère que cette comparaison qui aura été un petit peu longue vous a quand même plu, que ça vous a donné envie de lire cette trilogie. Oui, si vous avez lu un tome, 2 tomes ou 3 tomes, n'hésitez surtout pas à nous en parler dans les commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. Et en attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.